Quelqu'un peut ouvrir son micro pour répondre directement. Oui, vous pouvez, oui, vous pouvez répondre directement. Selon vous, c'est quoi lire? On n'est pas en classe, hein, c'est juste interactif. On n'est pas en classe, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, pour faire une définition très simple, l'intelligence artificielle, c'est la technique ou les méthodes ou les façons dont une machine utilise pour imiter l'intelligence humaine. C'est ça l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence ici humaine et là on parle d'intelligence artificielle. Et d'après tout ce qu'on voit, on pense que l'intelligence artificielle comment dirais-je, va dépasser l'homme. Et c'est une chose vraiment qu'on dit, mais bon, en vrai, c'est loin d'être la réalité. Parce que qu'on dit que l'IA utilise juste 15% de ce que l'homme peut faire actuellement. Donc on est encore trop loin que l'IA va remplacer l'homme. Actuellement, c'est un sujet en vogue et des gens en font beaucoup de choses extraordinaires. On ne va pas dire que c'est le futur, mais c'est le présent. Actuellement, l'IA est carrément présente dans nos vies. On l'utilise soit à l'école, on l'utilise dans nos entreprises, on l'utilise dans nos activités. Les gouvernements l'utilisent, les universitaires l'utilisent, les organismes internationaux l'utilisent. Actuellement, on utilise l'IA en fait. Comment dirais-je, c'est un sujet en vogue, comme on dit, c'est un hot topic. Right? Et si on voit par exemple, si on prend l'exemple, je vais défiler sur le prochain slide, des choses que vous avez l'habitude de voir. Et pour cet exemple, en fait, c'est un asalaamaaleykum frère Mandiaye. vidéo bii ngeen gis Je nii vous laisse suivre. ma toog ci sama bureau solu si ba jekk. Bon, j'espère que vous entendez le son. Ah oui, on vous attend. asalaamaaleykum vidéo bii ngeen gis nii ma toog ci sama bureau solu si ba jekk du man. Je pense qu'il y a un man micro de qui est allumé. maa ngi nii. Ok. Mais c'est cela qui était en retard en fait. toog sama Tu biir veux jardin lu may def nii mooy enregistré rek sama voix day laay enregistré vidéo bi mooy sama avatar bi nag maa ngi ko defar ak outil yii ñuy wax intelligence artificielle. Vous avez entendu la vidéo? Ah oui. Exactement. Donc ça, c'est une partie des applications qu'on fait de l'IA. Là, le gars a créé, par exemple, un avatar qui va prendre en fait son visage, sa voix et faire une présentation. Sur les prochains slides aussi, je vais vous montrer d'autres applications que les gens font. Ici, en haut à gauche, là, c'est un film en fait. Donc là, l'IA commence à déjà influencer le monde cinématographique. Là, ça sera le premier film IA, film qui est fait 100% d'IA. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mise en scène, etc. C'est 100% IA en fait. Donc là, d'ici quelques années, on va expérimenter par exemple un boom, on va dire, hein, des films qui seront faits 100% IA. Là, je pense que vous reconnaissez... Mes chers compatriotes, à l'aube de l'année 2024, je m'adresse à vous avec une grande humilité. Allô, pardon. Mais aussi avec une détermination. Pardon? Les slides sont figés actuellement. Ah, ça ne bouge pas. Et là, c'est bon. D'accord, je pense que c'était un peu en retard. D'accord, ça c'était juste pour vous expliquer aussi. Il y a des politiciens aussi qui utilisent l'IA. Donc ça veut dire que l'IA aussi a commencé à influencer le monde politique. Aujourd'hui, au lieu d'aller faire des meetings partout, le déplacement par exemple peut être difficile. Par exemple, l'accessibilité peut être aussi un peu compliquée. On peut créer notre propre avatar avec une voix qu'on enregistre et créer notre mise en scène pour délivrer, par exemple, un message au public.
C'est le cas aussi de M. Karim Wade, que vous connaissez très bien, qui a fait cette déclaration lors des campagnes présidentielles électorales passées. Vous voyez. Donc, là aussi, c'est un autre domaine où l'IA commence à influencer, qui est les politiques. Par là-bas aussi, je vais jouer cette vidéo, vous allez voir. M, la météo. Bonjour et bienvenue sur M, le média. Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France, mais elle aura également un impact sur les conditions. Voilà, ça aussi, c'est une présentatrice de météo d'une télé suisse. La télé, au lieu d'engager ou d'embaucher, par exemple, une présentatrice pour la météo, la télé a préféré, par exemple, créer une intelligence artificielle, un avatar qui va lui-même présenter la météo. Donc là, au lieu de prendre quelqu'un, ils ont créé une IA qui va présenter la météo directement. Et ça commence aussi à influencer le monde journalistique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de métiers où l'IA commence vraiment à influencer. Si on prend par exemple le domaine de la santé, il y a actuellement des chatbots où tu poses des questions, ils vont te répondre, ils ne vont pas faire de diagnostic, mais ils vont te répondre parce que bon, ce n'est pas encore autorisé. Il y a certains IA qui ne sont pas encore autorisés à faire des diagnostics médicaux carrément et presque des ordonnances. Mais il y a de ces chatbots, ils peuvent te recommander par exemple soit des médecins, des hôpitaux ou même essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, tu lui poses une question, il te répond d'une façon parfois correcte ou bien qui est un peu proche de la réalité, selon les dernières mises à jour qu'il reçoit. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vraiment présente dans nos vies. Sur la quatrième image, ça, c'est une image de détection d'objets. Ici, on peut voir que l'image ou bien la caméra de la route peut détecter un vélo, peut détecter un camion, peut détecter une voiture, etc., etc. Et ce sont ces technologies-là que, par exemple, aujourd'hui, les voitures intelligentes ou bien les self-driving cars, qui sont les voitures autonomes, utilisent. Aujourd'hui, avec Tesla, c'est Tesla, je pense, ils utilisent ces voitures, ils utilisent des technologies d'IA, de computer vision pour détecter s'il y a un obstacle sur la route et ils vont s'arrêter. Ça existe déjà en Chine, surtout pour des voitures de livraison. Ils vont détecter des obstacles et s'arrêter ou bien les contourner. Ils vont détecter si, par exemple, le feu de signalisation est rouge ou pas. S'il y a un passage piéton, ils vont s'arrêter ou pas. Donc, tout ça, ce sont des techniques de l'IA que les grandes entreprises utilisent pour créer, par exemple, des robots, soit ou bien des appareils performants. Et tout ça, en fait, c'est pour, on va dire, faciliter la vie de l'homme. Donc, comme je disais tantôt, on est en train vraiment d'assister à une vraie révolution technologique. Donc, pour que tout ça soit possible, il y a un sous-domaine de l'IA qu'on appelle le machine learning. Et quand on parle de machine learning, c'est vraiment comment la machine apprend. Donc, on parle d'apprentissage automatique. Donc, on va programmer maintenant la machine à comprendre ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, parce que c'est une machine, donc actuellement, il ne sait rien, mais on va lui dire, bien, on va t'apprendre. Vous voyez, et quand on t'apprend, tu vas comprendre, et quand on va te poser une question, tu sauras comment répondre ou quoi répondre. C'est comme ça que cela va marcher. Le machine learning, comme on dit, hein, c'est la capacité, ou bien le fait de donner à la machine la capacité d'apprendre et de prendre des décisions. Donc, tu vas donner à la machine la capacité d'apprendre. Quand on parle d'apprendre, c'est comme par exemple un étudiant ou un élève ou un enfant. Tu vas lui dire, soit tu viens à l'école, je vais te montrer comment on fait telle chose.
Et maintenant, tu seras libre maintenant à toi de savoir comment on le fait, etc. Vous voyez? Et pour ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle les types d'apprentissage. Donc, il y a l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que toi, tu as un maître et tu as un modèle, il y a un curricula qu'on t'a donné pour que tu puisses vraiment apprendre. On te dit, voici la leçon, donc le prof est là, voici le thème, maintenant voici l'exercice à faire. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui supervise l'apprentissage. D'accord. Donc ici, la machine va apprendre à partir d'exemples, ou bien à partir de données étiquetées, comme on dit. Et ce sont ces données maintenant qu'on va soumettre à la machine. Et une fois qu'on soumet ces données à la machine, on lui dit, à partir d'algorithmes, ça, si on prend l'exemple, par exemple, d'une application qui va classifier des chats et des chiens, on va lui dire, voici un chat, et ça, c'est un chien. Apprends à les reconnaître. Maintenant, quand il finit d'apprendre à reconnaître les chats et les chiens, on va lui dire maintenant, on va lui soumettre à un test. On lui montre une image de chat ou de chien. Et maintenant, le système va pouvoir nous dire si ça c'est un chat ou si ça c'est un chien. C'est ça qu'on appelle en fait l'apprentissage supervisé. On donne à la machine des données étiquetées on lui dit apprends. Et quand il sera capable maintenant, quand il sera capable de restituer, ça veut dire qu'il a déjà reconnu les motifs, il a reconnu les patterns, il pourra maintenant nous dire si l'image qu'on va lui soumettre sera un chat ou un chien. Et après ça, il y a l'apprentissage non supervisé. Et là maintenant, on va lui soumettre des données non étiquetées. Et ce sont ces données-là, et maintenant l'algorithme ou bien l'algorithme ou la machine va apprendre maintenant à reconnaître les patterns ou bien les motifs maintenant des données. Et il sera maintenant capable de classifier pour dire que ces données-là sont de même catégorie que ces données. Si on prend l'exemple, par exemple, du panier du ménagère, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, ou bien d'une segmentation de clients. Aujourd'hui, tu vas chez Auchan. Auchan, il y a N clients chaque jour. Mais ces données-là qu'on collecte de Auchan ne sont pas étiquetées parfois. Donc aujourd'hui, moi, je viens, j'achète du lait, j'achète du sucre et j'achète des couches. Le client N qui viendra aussi, il va acheter par exemple du lait, il va acheter des biscuits, etc., etc. Donc les profils des clients ne sont pas parfois pareils. Et maintenant, on va dire à l'algorithme, on a 1000 clients. On veut voir quels sont les clients qui sont fréquents et quels sont les clients qui, quand ils achètent par exemple du lait, à côté, ils vont acheter par exemple des couches de bébés. Et maintenant, l'algorithme sera capable maintenant de reconnaître ces catégories de clients qui, quand ils achètent par exemple des couches, vont acheter du lait. Ou quand ils achètent du lait, vont acheter par exemple du café, etc. Et là, c'est ça qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Au début, il n'y avait pas d'étiquette en fait, il n'y avait pas de catégorie de clients. Et c'est maintenant, avec l'algorithme, va nous permettre de pouvoir définir, de pouvoir maintenant classifier ou de catégoriser les clients de Auchan ou bien de Hypermarché exclusif. C'est ça qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. L'algorithme au début, ou bien la machine au début, n'a pas de données étiquetées. Donc à partir des données qu'il a, c'est là où il pourra maintenant classer ou bien catégoriser nos clients. Et il y a ce qu'on appelle après maintenant l'apprentissage par renforcement. Et quand on parle maintenant d'apprentissage par renforcement, ça veut dire le système ou bien l'algorithme qu'on va utiliser va prendre des décisions. Ces décisions-là, il va prendre ces décisions dans un environnement donné. Et maintenant, cette IA va prendre, pour chaque action,
on va soit, si l'action est bonne, le système va la récompenser. Et si l'action n'est pas bonne, maintenant, le système va le punir. C'est comme par exemple un enfant ou un élève, tu lui donnes un devoir, tu lui dis de faire. Maintenant, s'il fait bien les choses, tu lui donnes plus 5. Et si tu fais mal les choses ou ne fais pas, tu lui dis moins 5 au plancher de devoir. Et maintenant, c'est à part de ces expériences-là que maintenant l'IA va comprendre quels sont les meilleurs résultats à faire à chaque fois, quelles sont les meilleures actions à faire. Et donc, c'est ça qu'on appelle, par exemple, l'apprentissage par renforcement. Si on prend un chien, pour l'exemple d'un enfant que j'avais fait, le chien, tu lui dis, si tu quittes la maison, je vais te taper. Quand on va le dresser, si tu quittes la maison, je vais te taper. Ou bien, si tu gardes bien les choses, ou bien les moutons, je vais te donner un os, ou bien, je ne sais pas, de la viande. Là, il sait que maintenant, il va savoir à chaque fois qu'il doit garder les moutons. Et il va apprendre progressivement jusqu'à atteindre son objectif. Donc, ce sont les 3 types d'apprentissage qu'on a. Il y a beaucoup de, sous-domaines maintenant du machine learning. On peut avoir le deep learning, on peut avoir le NLP, qui est par exemple Natural Language Processing, qui est maintenant le domaine qui va traiter du langage naturel. Toutes les applications que vous voyez, par exemple, qui font les Google Traductions, qui font Siri, qui font les chatbots parfois. Donc, tout ça, on utilise du NLP pour ces genres d'applications. Et maintenant, on va venir sur comment se passe cet apprentissage. Quelles sont les étapes clés de cet apprentissage? Il n'y a pas beaucoup, c'est juste 10. Et je pense que c'est même là où on va terminer pour venir sur comment on met en place en quelque sorte un projet de machine learning. Par exemple, au début, on va collecter les données. Quand on veut faire de l'IA, on a besoin de données. On a besoin même de beaucoup de données. Actuellement, avec, disons, l'explosion des données dans le monde, il y a beaucoup d'applications qui génèrent énormément de données. Donc, pour faire de l'IA, pour faire des modèles performants, on a forcément besoin de données. Donc, première chose à faire, c'est la collecte des données. Avoir un très bon dataset. Que ce soit des datasets en images, que ce soit des datasets en texte, on a besoin d'un dataset bien rempli. Et une fois qu'on a maintenant ces données, qu'on a collectées, soit au niveau d'une entreprise ou bien qu'on a collecté au niveau de Kaggle, que les data scientists utilisent d'habitude pour tester des modèles. Une fois qu'on a collecté ces données, on va faire le pré-traitement de ces données. On va voir si ces données-là n'ont pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur sur ces données. Première chose. Si ces données, si ce dataset ou bien cette collection de données n'a pas de données manquantes, n'a pas de données dupliquées, voilà, n'a pas d'erreur parfois sur la codification des données, et on va nettoyer jusqu'à avoir vraiment des données propres et des données correctes. Ça, c'est la deuxième étape, le pré-traitement des données. Maintenant, on va sélectionner les caractéristiques de ces données. Si on a un dataset, par exemple, des étudiants de Bambey avec leurs notes, donc, est-ce qu'on a besoin de toutes les données? Est-ce qu'on a besoin de toutes les caractéristiques? Parfois, on n'a pas besoin, par exemple, du username, on n'a pas besoin de l'ID, on n'a pas besoin, par exemple, de l'adresse. Et là, on va choisir les données dont on a besoin, les caractéristiques, et on va juste travailler sur ces données. Et une fois qu'on a ces données, maintenant, on va diviser la base. Parce que pour faire apprendre la machine, pour que la machine apprenne, ou bien pour que notre modèle apprenne, ce qu'on va faire, que je vais revenir aux questions, ce qu'on va faire ici, c'est diviser la base en train et test set. Par exemple, on va dire que pour ces données-là, on va prendre
80% de ces données qu'on va entraîner. Quand on va dire qu'on va entraîner, ce sont ces données-là maintenant qu'on va donner à l'algorithme pour qu'il apprenne. On va lui dire, ça, c'est une donnée correcte, et ça, c'est pas une donnée correcte, par exemple, si on étiquette. On dit, quand on a ça, voici le résultat. Et maintenant, l'algorithme va apprendre à partir de ces données d'entraînement. Il va apprendre une fois, 2 fois, 20 fois, une époque, 2 époques, 3 époques, 50 époques, par exemple. Et une fois que l'algorithme a fini d'apprendre, on va lui soumettre le test, les 20% des données restantes qui étaient les tests, pour qu'il puisse maintenant tester ce qu'il avait appris. Et une fois que ces tests sont faits, c'est avec le choix de l'algorithme qui va entraîner le modèle. Donc, une fois que ces tests sont faits, on va maintenant évaluer le modèle. On va voir si l'algorithme a bien appris ou pas. On va voir avec le test de score, si on a par exemple un score de 80% d'accuracy ou bien on a par exemple 95, c'est bon. Si on a moins que ça, moins de 70, on va dire que par exemple, on doit optimiser le modèle. On va réajuster le modèle pour augmenter le score du test en fait, jusqu'à ce que l'algorithme soit optimal. Et une fois qu'on finit maintenant d'optimiser ce modèle, on le déploie. D'habitude, les data scientists ne déploient pas. Voilà, on crée nos modèles et on les garde sur nos notebooks et on ne déploie pas. Donc, et ça, c'est une partie très importante d'habitude qu'on voit en entreprise. Donc, une fois qu'on finit notre modèle, on le déploie pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, ce sont ces 9 étapes, ou parfois 10 étapes clés que la machine suit pour apprendre et prendre des décisions. Donc, une fois qu'on a déployé le modèle, maintenant, on va juste soumettre des tests. Si c'était, par exemple, un modèle de classification de données, un modèle de classification d'images, donc là, on va faire passer, par exemple, si on prend une image X d'un chat ou d'un chien, on va faire passer des filtres sur l'image qui va reconnaître, par exemple, chaque pattern de l'image. Donc, si sur cette reconnaissance d'image, que le modèle va apprendre, par exemple, que le modèle va apprendre à maîtriser ou bien à connaître chaque détail, chaque motif, par exemple, de l'image. Et le nombre de fois maintenant que ça apprend, il va finir par reconnaître si ça c'est un chat ou si ça ou l'autre image c'est un chien. Donc, ce sont les étapes. Par exemple, d'un projet de machine learning. Et c'était même le dernier en attendant les questions. Et pour conclure, parce que je pense qu'on avait juste 1 heure, donc pour conclure, on va dire juste que ça sera un appel à sensibilisation. Aujourd'hui, l'IA, disons, c'est pas comme le disent comme le disent les Européens et les Américains, comme le disent par exemple parfois nos professeurs, l'IA c'est le futur. Non, c'est pas le futur en fait. On est carrément en plein dans cette évolution qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, on utilise des outils IA. Dans notre environnement, on utilise des outils IA. Dans notre travail, on utilise des outils IA. Dans notre quotidien, on utilise des outils IA. Voilà, ça fait partie maintenant de notre environnement. Et malheureusement, si on ne prend pas conscience de cette révolution, on sera très bientôt les analphabètes en fait de notre génération. Parce que c'est là où, disons, que le monde est actuellement. Si on rate vraiment cette révolution ou bien cette occasion de se mettre très tôt dans les applications de l'IA, on risque vraiment de regretter dans les prochaines années à venir. Donc, je vous remercie et Sangoulé, je vous laisse la main pour prendre des questions si c'est dans nous. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la clarté de l'exposé. Je pense que je vais vous permettre de rejoindre en cours de comprendre ce qui a été
clairement expliqué par notre master et pourquoi pas éventuellement poser leur question. Déjà, on a commencé par la définition de l'IA, qui sont les ensemble de techniques qui sont mises en place pour permettre aux machines d'imiter l'intelligence humaine. Maintenant, après ça, on a donné plusieurs exemples d'application de l'IA, qui sont dans la politique, avec les discours en partie ou en une intégralité par un IA. Dans le domaine automobile et dans le domaine automobile avec les voitures autonomes. Et je vais un peu m'attarder sur ce domaine-là parce que je vois dans l'audience qu'il y a des juristes et MK à prendre un peu de la partie éthique de l'IA. Dans le domaine de l'automobile, après mois de cela, il y avait eu un problème par rapport à ça. Des questions qui ont été posées par rapport à l'éthique de l'IA, surtout le dilemme du tramway, c'est-à-dire les voitures autonomes. Pour les voitures autonomes, pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des voitures qui sont plus conduites par des humains, sont carrément autonomes. Il n'y a pas de chauffeur dans ces voitures. Donc, prendre un taximan et arrêter un taxi qui n'a pas de chauffeur. Après, tu entres là où tu veux aller et voilà, la voiture va directement là-bas. Maintenant, les dilemmes, après les questions éthiques vont venir pour te dire, par exemple, s'il y avait, par exemple, un foule à heurter ou, par exemple, des personnes, ce sont des décisions en temps normal qui sont prises par des chauffeurs, par des humains, en fait. Maintenant, s'il y a un face à ces problèmes, comment elle va se comporter? Je pense qu'après, Jibril pourra parler dans ce sens-là de l'IA, parce que ce sont des questions qui sont posées chaque jour. Maintenant, après cela, il a parlé de machine learning, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle de manière globale, avec les types d'apprentissage qui existent, l'apprentissage supervisé, avec des données. Bon, pour l'apprentissage supervisé, il a expliqué que, par exemple, ce sont des données. Supposons que tu veuilles nous faire un IA qui te permet de prédire l'âge d'une personne. Après, tu nous donnes des données où, par exemple, il y a 10 personnes ici, Mamadou Abdou, leur nom, prénom, localité et tout, leur activité, leur classe et tout. Et à la fin, il y a l'âge de ces personnes-là. En fait, tu entraînes l'IA avec des données qui ont des résultats bien définis. Ce sont des données étiquetées. Donc, il va s'entraîner sur ces données-là et probablement sur tout ces données, en live, il pourra prédire en se basant sur des étiquettes qui existaient déjà dans les données d'entraînement. Maintenant, il a aussi parlé de l'apprentissage non supervisé, avec pas l'existence de cette étiquette âge-là dans les données, comme de l'exemple. Il a aussi parlé de l'apprentissage par renforcement. Et par exemple, avec le système de récompense et sanctions, il a donné l'exemple de l'enfant. Par exemple, si tu dis à l'enfant que tu apprends bien en classe, tu as de bonnes moyens, je t'offre un vélo. Si tu as de mauvais notes, là, il y aura le sanction. Soit tu vas, il ne va pas partir en vacances et tout, ce sont des sanctions. Maintenant, l'IA, on peut entraîner l'IA de la sorte. En fait, en lui demandant, après l'entraînement, de prédire, en fait, sur des données, tu lui donnes des images de photos et tout là à reconnaître. Par la suite, pour le tester, tu lui donnes une image de chat. S'il prédit que c'est un couteau, il y aura une sanction parce qu'il a mal prédit. Et lui, il va encore réapprendre de ces données parce qu'il a mal prédit. Maintenant, si tu lui donnes un couteau et qu'il prédit ça, il y aura une récompense. C'est exactement ça.
En plus, il y a en dernier lieu parlé des étapes pour faire de l'IA. Je pense que les gens qui sont intéressés ou qui veulent passer à la partie technique pourront suivre ces étapes-là. Je les ai mis en table. Je pense que lui, il va envoyer ça. Comme ça, vous verrez que c'est avant tout de commencer par la collecte de données. Bon, parler de données au Sénégal, c'est un peu compliqué, mais il vous a donné des sources comme Kaggle, par exemple, qui sont des sites en ligne qui permettent d'avoir des données. Par exemple, si vous voulez travailler sur la prédiction, par exemple, météo et tout, il y a des données existantes. Vous pouvez aller là-bas voir. Après, il a parlé de pré-traitement des données, de sélection et toutes les étapes qui suivent. Je pense que c'était tout la présentation. C'était ça le résumé de l'exposé. Je pense plus complet que la présentation. Et maintenant, s'il y a des questions et ou des contributions, on peut prendre ça. Merci beaucoup, Sangoulé. Je pense que j'ai vu une question sur le chat qui parle d'IA, comment différencier les types d'IA. Donc, l'IA étroite ou faible, l'IA générale ou super intelligence artificielle. D'habitude, on parle d'IA faible et d'IA fort. Et on parle même plus d'IA faible parce que pour les IA faibles, en fait, c'est plus que vous voyez, hein, des IA qui peuvent faire des tâches spécifiques. Par exemple, tu télécharges une application, tu lui donnes une image, ta photo, il fait par exemple, je ne sais pas, il te modifie carrément l'image. Par exemple, tu es ici à Dakar et il le modifie comme si tu étais sur la Lune, en fait. Je donne cet exemple. Hein. Donc, ça sont des IA faibles. On prend ChatGPT aussi même, ou bien Gemini. D'habitude, ce sont des IA que parfois les gens vont même dire que ce sont des IA faibles mais avancées. Vous voyez? Et pour par exemple, les IA, comment dirais-je, forts, ça, on va parler là maintenant de robotique en quelque sorte, des robots qui peuvent vraiment, voilà, c'est un peu trop avancé, hein, disons, des robots qui peuvent, entre guillemets, qu'on dirait qu'ils ont une conscience en quelque sorte pour communiquer avec les humains. Donc, c'est une sorte de ça. Donc, parfois, on parle d'IA. Je pense que quelqu'un a ouvert son micro. Je pense qu'il y a une autre question de Yacine Dien. Quelle est la différence entre machine learning et deep learning? Voilà. Quand on parle de machine learning, c'est ce qu'on appelle, par exemple, deep learning, c'est une partie du machine learning. Hein. D'accord, donc il faut qu'on s'accorde sur ça. Le deep learning, c'est vraiment une partie du machine learning. Maintenant, si j'essaie de comprendre mieux la question, par exemple, le deep learning, c'est quand on va parler maintenant d'apprentissage profond. Là, on va parler maintenant de réseaux de neurones. Donc, ce sont l'algorithme, les réseaux de neurones. En fait, l'algorithme va essayer de voir en fait des patterns beaucoup plus profonds au niveau des données. Des patterns, quand on parle des patterns, comment je vais le traduire en français, disons des liens, je peux le parler ainsi, si quelqu'un peut me corriger. Donc, au niveau beaucoup plus profond, en fait. Donc, si on prend aujourd'hui l'exemple d'un projet de computer vision, là, on va parler de deep learning parce que les images qu'on va schéma, merci beaucoup.
des schémas en fait au niveau des données pour pouvoir soit reconnaître si on prend reconnaître des images pour pouvoir après prédire par exemple l'image l'output en quelque sorte. Oui, en général, ce sont des choses qui ne sont pas à l'œil visibles à l'œil nu. Exactement. Je ne sais pas si tu as vraiment compris la question, on peut revenir. Parce que quand on parle de deep learning, c'est vraiment des couches de données ou bien des couches de neurones, on va dire, hein, au niveau des données pour vraiment essayer de reconnaître le maximum de schémas, de patterns au niveau des données. Maintenant, moi j'ai une question, c'est la limite qui existe entre les algorithmes et l'IA en fait. L'algorithme est l'IA en fait, parce que supposons que moi je peux créer, quand on parle de apprentissage supervisé, je peux me dire que moi je peux créer par exemple un programme qui va permettre par exemple de calculer l'âge d'une personne, quoi. Et un IA qui permet de prédire l'âge d'une personne. C'est quoi en fait la différence entre quelque chose qui est programmé, la programmation et l'IA? Ok. Là, quand on parle par exemple de l'IA, d'habitude c'est surtout à ce niveau, on parle de prédiction en fait. On parle de prédiction. Si vous avez fait algorithme c'est comment dire, c'est une exécution par séquence. Tu lui demandes des choses que tu lui as toi-même en fait donné. Donc, à quelque sorte c'est ça. Mais maintenant ici, si on parle par exemple de prédiction, ça veut dire que déjà tu as des données en entrée. Tu prends l'âge. Voilà, moi je vais donner un autre exemple qui est par exemple supposons tu as des données des clients avec le chiffre d'affaires mensuel ou journalier. Donc tu as déjà une historique de tes ventes. Maintenant, si tu veux, là, ici, on va créer par exemple une régression linéaire. L'algorithme, on va prendre la régression linéaire pour maintenant prédire. Ici, on va prédire le chiffre d'affaires maintenant d'un client ou bien des clients selon les comportements des autres clients. Vous voyez, là, on va parler maintenant de prédiction. C'est-à-dire qu'il a déjà les données, tu lui soumets une nouvelle donnée pour qu'il puisse maintenant prédire toi ce que tu veux. Si c'est par exemple le salaire ou bien si c'est par exemple le chiffre d'affaires, il va te dire pour ce client, d'après ce que j'ai par exemple de mon historique, il fera un chiffre d'affaires par exemple de 10 millions ou de 15 millions. Donc là, on va parler carrément de prédiction. Il y a une autre question dans le chat. Bonsoir. Quel langage de programmation utilise-t-on pour programmer l'IA? Voilà, d'habitude c'est Python qui est beaucoup plus utilisé pour l'IA. Bien vrai qu'il y a R d'habitude et d'habitude il y a aussi, je pense que j'ai vu des gens utiliser Java, mais d'habitude on utilise beaucoup plus Python pour programmer l'IA. J'ai vu aussi une question de Momo Diop. Qu'est-ce qui est déterminant dans le choix de l'algorithme? En fait, dans le choix de l'algorithme, c'est le problème qu'on veut régler. Hein. Si par exemple on veut faire un problème de classification, il y a des algorithmes de classification en fait. Ou si c'est un problème de régression, il y a des algorithmes de régression qui sont monter là-dessus selon le problème que tu veux résoudre en fait. C'est ça qui va déterminer l'algorithme. Achète Fall, je pense que c'est là une question. Du fait. Bon, sinon, je pense que on va pas vous retenir. S'il y a des interventions, en fait, je vois ici Sidi.
Et s'il fait de l'IA, normalement, peut-être qu'il a des contributions à apporter. Oui. Oui, FCD, ok. Il fait partie de nos masters. Ah oui, c'est super. Donc, c'est un de mes masters, donc. C'est un jeune. Absolument pas. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas un master, je suis encore étudiant à l'université. Il aime me taquiner ce gars-là, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous suivons. C'est beaucoup pour ce partage de connaissances. Bon, c'est vous les masters. Bon, merci beaucoup. D'accord, donc je vois qu'il y a plus de questions. Bon, il y a quelqu'un Mhm. qui vient de poser une question. Pour les problèmes de régression, quel est l'algorithme le plus efficace? Voilà, bon, d'habitude, les problèmes de régression, il y a la régression linéaire, hein, d'habitude, qu'on utilise le plus souvent. Surtout quand il s'agit des données numériques. Je pense qu'il y a des techniques pour parler. Normalement, c'est. Des textes. Je pense que j'ai vu une question qui vient de une école pour faire un master Big Data. Et, oui, je pense que l'ESP, il y a un master IA et Big Data. C'est un bon master même. Il y a aussi, comment dirais-je, il y a l'UVS, il y a DIT. DIT, le master aussi, c'est très bien. Dakar Institute de Technologie. Oui. Ou bien même, il y a des... Oui, c'est ça. Je voulais venir sur ça parce que. Surtout les SID. Actuellement, oui. Actuellement, dans nos masters. Le master SID, une année. Okay. Actuellement, dans nos masters, les programmes ont été modifiés. Oui, allez-y. Oui, surtout en master système d'information, on fait tout ce qui est IA, machine learning, deep learning, du NLP aussi on fait. Je pense que le master est plus actuellement orienté vers l'IA en fait. Le master SI et même SR, ils font quelques modules par rapport à l'IA. Maintenant, ça dépendra dans les masters à l'IA-DBC. C'est un peu compliqué, mais même je pense qu'il y a un succursale qui existe à Dakar. Et dans le campus de Dakar, là, ils font mourir. Je pense qu'ils font même IA. Après, je vais voir pour vérifier. Mais c'est ça. Maintenant, je pense qu'on va arrêter d'ouvrir à 22h. On peut prendre les 2 et 3 questions qui restent. D'accord, on a encore 5 minutes. Voilà, juste pour revenir sur ça. Actuellement, les masters sont en système d'information. Donc, d'habitude, on parle de système d'information décisionnel. Actuellement, on est dans ça. Donc, tous les masters ou bien tous les systèmes même maintenant commencent à monter. Hein. Donc, actuellement, les entreprises commencent à adopter l'IA, commencent à adopter le business intelligence. Donc, on parle de comment on l'appelle, data-driven companies. Donc, les entreprises sont beaucoup plus axées aux données. Et qui parle de données, donc parle vraiment de, comment dirais-je, d'IA, parle de data analysis, etc. D'accord, donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Idriss Hamoud. Idriss, je prends la parole. Sinon, je prends les questions. Il y a des questions.
Je vois une petite de Mohamed Diallo, Lamarane Diallo. Oui, quels sont les défis que peut rencontrer un IA? Les défis. Que pour rencontrer un IA, bon, ça dépend. Voilà, peut-être je vais répondre de manière générale au Sénégal. Les défis que l'on rencontre au niveau du Sénégal, je vais dire en fait, c'est surtout l'accès aux données et la qualité des données en fait. Aujourd'hui, pour faire des modèles de machine learning, surtout au niveau général, donc il y a le problème des données, l'accessibilité des données, et après il y a la qualité aussi des données. La différence entre... Ok, allez-y. Il y a Siri qui parle aussi de overfitting. Le overfitting, oui. Quand on parle d'overfitting, c'est la surapprentissage. Hein. Même ça aussi, avec des techniques d'optimisation, il y a l'overfitting et underfitting. Donc, avec des techniques d'optimisation, on arrive parfois à corriger ces erreurs. Et l'éthique aussi. Oui, on va parler aussi d'éthique de l'IA. Je ne suis pas trop, pour dans ce domaine. Donc ça, c'est d'habitude les juristes qui sont beaucoup plus concernés. Donc, quand on parle d'IA et éthique, là, surtout, il y a ce que l'IA fait, hein, et par rapport aussi à l'accès aux données personnelles, au traitement de ces données personnelles-là, etc. Il y a même un IA aux États-Unis dans le domaine médical. Quand, par exemple, un patient vient se consulter, le médecin va lui demander, premièrement, est-ce que tu veux que l'IA écoute notre conversation? C'est un IA vraiment trop avancé. Hein. Donc, l'IA va écouter s'il est d'accord, l'IA va écouter la conversation. S'il est d'accord, l'IA va pouvoir accéder à ses données personnelles. S'il est d'accord, l'IA peut même prescrire ou bien faire un diagnostic et proposer, par exemple, un traitement. Donc là, et maintenant, c'est au médecin de pouvoir juger si le traitement que l'IA a proposé est bon ou pas. Donc, ces IA existent au niveau des États-Unis et ça crée beaucoup de débats, donc au niveau surtout de IA et éthique. Donc, au Sénégal, quand même, on est un peu trop loin de là. Sûrement vous pourrez commencer à développer des solutions, par exemple, en ce sens. Exactement. Bob Coder, c'est quoi la différence entre l'apprentissage supervisé et non supervisé? D'accord, donc pour revenir là-dessus, quand on parle d'apprentissage supervisé, ça veut dire que les données qu'on va donner à notre dataset, ou bien qu'on va soumettre bien sûr à notre algorithme, ce sont des données étiquetées. Par exemple, tu donnes des images de chiens et de chats à notre algorithme ou bien à notre IA, à notre modèle. Donc, tu lui dis, ces images-là sont des images de chats. Tu lui donnes 100 images de chats de différentes positions, par exemple, ou bien de différentes couleurs. Il sait que ça, ce sont des chats. Il va apprendre à connaître et à mémoriser ces images de chats. Tu lui donnes une autre image de chat, il pourra reconnaître. Donc, c'est ça qu'on appelle, par exemple, l'apprentissage supervisé. Tu lui donnes des données vraiment étiquetées. Et si c'est, par exemple, l'apprentissage non supervisé, les données ne sont pas étiquetées, en fait. Tu lui donnes des données, il va essayer de voir, de regrouper ou bien de classer les données selon, par exemple, les ressemblances qu'il y a entre ces données. Donc, c'est ça, en quelque sorte, la différence, pour faire simple, entre l'apprentissage supervisé et non supervisé. On a encore quelques secondes. Je pense qu'on peut laisser. Je peux Idriss parler. Il n'est plus là. Bon. On peut passer au remerciement. Bon, je pense que l'exposé a été clair. Les questions ont été répondues pour la majorité. Et ça a ravivé la passion pour certains. l'IA. On vous remercie par rapport à ça et surtout par rapport à la disponibilité au timing. En fait. Ça n'est pas évident de poser pour nous
à un très bref délai. Et merci beaucoup encore une fois. Et je pense que pour la suite, s'il y avait Mohamed Lamine ou Idriss, je pense que pour la suite, nous allons organiser d'autres workshops par rapport à l'IA. Et après, après, on va laisser ça aux responsables de la pédagogie. Et dans tous les cas, on vous remercie vous tous pour votre présence. Et à bientôt, à bientôt. Merci beaucoup à tous et bonne fin. looy xaar bul xalaat dawal gaaw abonné UTC faire du Bawol la prochaine Silicon Valley.